Alors justement, dans votre livre, vous dites que l'Amérique nous tend un miroir. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce miroir? Qu'est-ce que vous voyez qui ressemblerait, par exemple, dans des situations identiques entre les États-Unis et la France? Qu'est-ce que vous voyez vraiment en fait des choses qui sont comparables, ou bien on est sur des choses tellement différentes que finalement on ne peut pas vraiment faire une comparaison vous voyez, enfin, comme dans un miroir. Quand on se regarde Ouais. dans un miroir, on voit un visage. Est-ce que vous voyez vraiment ça? Alors, mon pitch éditorial, c'est que l'Amérique n'est pas un modèle, elle est un miroir, et parfois même une boussole. Pourquoi D'accord. je dis ça? C'est qu'encore une fois, on n'a pas vocation à répliquer ce que nous ont donné les États-Unis, Hmm. mais on peut s'en inspirer, parce que vous le vouliez ou non, énormément de courants culturels, de modes, musicaux, alimentaires, tout ce que vous voulez, viennent des États-Unis avec 10, 20, 30 années de retard, même si là, on voit qu'il y a une accélération des cycles. Donc, pourquoi je dis que c'est un miroir? Parce qu'on a traversé certaines des mêmes fractures, et que je vais développer, mais ce miroir qui nous est tendu, il nous appartient, il nous incombe de le regarder avec lucidité. Ce qu'on peut voir, ça peut ne pas nous plaire. Hmm. Quand vous êtes dans le miroir, bah parfois, c'est pas Hmm. Jojo tous les matins. On se reprend en main, on accepte cette fatalité. On tombe pas forcément dans l'artifice de la chirurgie pour se masquer ou de maquiller le cadavre. Il faut regarder concrètement ce qui s'annonce et comment on arrive à anticiper ces phénomènes-là. Chose que moi j'avais commencé à faire même avant d'être engagé en faveur du Trumpisme en France. C'est-à-dire en fait, D'accord. là je suis outré, scandalisé par cette violence politique qui s'immisce sur les campus politiques aux États-Unis, dans les campus californiens, à Berkeley notamment en 2015, qui était un haut lieu du progressisme, de la liberté d'expression. Là on fait des manifestations violentes, on empêche des intervenants de venir parler à la tribune. Je me dis mais c'est vraiment ça ce qui nous attend en France? Et vous voyez, par la force des choses, je dis pas que j'étais prophétique, mais il y a cette récurrence. Donc ça, c'est un peu ce premier sujet. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce miroir? Eh bien, d'une part, je m'appuie notamment dans mon livre sur ce mythe des deux Amériques, qui est pour moi aussi superposé. Donc c'est un mythe qu'on nous resserre depuis les années 60, qui voudrait dire qu'il y aurait l'Amérique lumière du progrès, et cette Amérique profonde qui est rance, conservatrice, obèse, édentée et passionnée de gros flingues, pour faire simple, quoi. Et ces deux Amériques, c'est ce que vous décrivez géographiquement en disant il y a, il y a les côtes, avec les côtes est et ouest, où il y a les gens et les élites qui sont bien éduqués, et puis il y a les flyover states, ces États que l'on survole, où il y a tous ces gens-là Tout à dont vous fait. décrivez avec... Cette fracture, elle est territoriale, elle se manifeste très concrètement avec les sphères du pouvoir, l'influence et la politique et l'économique qui sont sur les deux côtes, et après, comme on dit de manière très méprisante, mais factuelle, c'est flyover states, ces États qu'on ne fait que survoler et on n'y pose pas le pied. Eh bien moi, je viens d'un de ces fameux États, du Minnesota, qui est du Midwest, qui est assez méconnu, méprisé, non considéré, et ça crée une forme de colère aussi, ce mépris des élites, alors que effectivement ils ont une autre aspiration au rêve américain qui est peut-être plus humble, tout à fait honnête, mais tout aussi digne. Et je pense que on a à travers ce phénomène donc, de ces deux Amériques, un phénomène qui est presque superposable avec cette France périphérique qui a été théorisée par un penseur de gauche, Christophe Guilly, mais aussi en Angleterre, Andrew Goodhart, qui décrit en fait en France notamment cette distinction entre les cœurs et les périphéries. Ces fractures en fait territoriales, d'autant plus dans un État français qui est très jacobin où tout se joue à Paris et ces déserts humains culturels qui sont en train d'être livrés à l'abandon et qui montrent qu'il y a une vraie coupure en fait qui se fait entre la France de la ruralité et la France des villes. Et il y a nécessité de pouvoir la rapprocher. Donc ça, c'est pas forcément une cause suffisante ou nécessaire, mais c'est un des phénomènes qui se superposent. Et ces mots que j'ai entendus dans les prairies du Midwest font écho à ce que j'ai pu entendre quand moi-même j'ai été candidat en campagne dans les plaines du Cotentin à côté de Cherbourg. Donc ça m'a... Parce que typiquement, et c'est justifié, c'est-à-dire que au Minnesota, de là où je suis originaire, c'est l'État qui est leader dans la production de soja, ils sont très tournés sur l'agriculture. Mais accessoirement, ils ont la référence mondiale en clinique, c'est la Mayo Clinic, où les chefs d'État du monde entier vont se faire soigner, vous voyez. Dans le Cotentin, à côté de Cherbourg, vous avez à la fois ces filières traditionnelles, mais il y a des filières d'excellence avec l'armement et le nucléaire. Donc c'est ce mépris des grandes villes, ce mépris technocratique et aussi ce refus de l'identité, puis peut-être qu'il y a un autre volet, hein, c'est-à-dire la dilution des identités qui nous caractérisent est un sentiment qui génère une colère qui est légitime et qui n'est pas entendue. Et à force de ne pas écouter les colères, eh bien le peuple se fait entendre. Et donc ça a été le cas en 2016, ça a pris tout le monde par surprise, ça a pris tout le monde de surprise aussi en 2024. Et ça je le dis dès le début de mon livre, où l'ensemble des experts, eux, avaient des lunettes idéologiques qui les empêchaient de prendre vraiment le pouls de ce qui était en train de se produire. Et peut-être qu'ils ne sont pas en train de voir aussi ce qui est en train de germer en France.